Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Proust-Lima et je suis chercheure à Bordeaux, à l'INSERM, au centre de recherche INSERM de Bordeaux. Et ma spécialité, c'est la biostatistique. Au travers de mes travaux, je me suis intéressée aux prédictions dynamiques individuelles. Et l'idée de ces prédictions, donc je vais parler aujourd'hui, l'idée c'est de prédire un risque d'événement à partir d'une information individuelle longitudinale. Alors, l'idée, en fait, c'est vraiment de prédire, en fait, de faire de la prédiction individuelle. Et pourquoi? Eh bien, parce que prédire un risque d'événement est devenu central en santé. On s'y intéresse pour pouvoir monitorer des patients après un diagnostic ou pour pouvoir suivre des personnes en amont d'une maladie ou bien plus généralement juste pour pouvoir gérer finalement des maladies et souvent plutôt des maladies chroniques. Du point de vue individuel, donc il y a ça, mais il y a aussi l'idée, quand on est en amont d'un diagnostic, eh bien de se dire si je suis capable de prédire un risque d'événement, du coup je suis capable peut-être de faire du diagnostic précoce et en faisant du diagnostic précoce, eh bien je peux initier des thérapies, des traitements qui vont être potentiellement plus efficaces. Et puis, il y a un autre aspect qui est plutôt un aspect essai clinique. L'idée, c'est que si on est capable de prédire pour un individu son risque d'événement, eh bien, on va être en mesure de cibler une population qui est à haut risque d'avoir un événement et donc qui sera potentiellement une population pertinente pour l'évaluation de nouvelles thérapies. Alors, la prédiction individuelle, donc je vais vous prendre quelques exemples ici et surtout pour lier au premier point, c'est-à-dire lorsque on a été diagnostiqué avec par exemple un cancer et donc le patient va se dire, bah voilà, quel est mon risque de mourir, quel est mon risque d'avoir une rechute de cancer, quel est mon pronostic. Et donc, on va retrouver toutes ces terminologies-là quand on veut faire de la prédiction individuelle. Et donc, pour pouvoir répondre à ce patient, eh bien, l'idée va être d'utiliser toute l'information qu'on a récupérée sur lui pour lui fournir un risque d'événement, une quantification de son risque d'événement, le décès, la rechute, qui lui soit propre, parce que ça utilise son information. Et c'est pas juste, voilà, quand on est diagnostiqué avec un cancer, on a tel pourcentage de risque de décès de manière générale. Vraiment de l'individualiser. Quel est le principe des prédictions dynamiques? Le principe, en fait, ça va être de prédire donc, ce qui va se passer pour le patient à partir de l'information disponible, vraiment toute l'information que l'on a. Et la plupart du temps, donc ça va être ce que je disais, le décès, ça va être la rechute, une complication dans une maladie, ou bien le diagnostic si on est en amont de cette maladie-là. Et cette prédiction, moi, dans mon travail, je m'intéresse surtout à des probabilités. Ça peut être souvent la probabilité d'avoir l'événement ou bien la probabilité de ne pas avoir l'événement. Mais finalement, on pourrait tout aussi bien, à travers les techniques que je vais vous montrer, s'intéresser à des scores, c'est-à-dire des combinaisons globalement linéaires de variables pronostiques. Ou bien on pourrait aussi en déduire des groupes à risque, c'est-à-dire avoir un groupe, par exemple, à faible risque, moyen risque, et haut risque. Donc vraiment de se baser sur une information discrétisée, ordinale, et pas sur une quantification continue. Ces prédictions-là, quand je vous dis qu'elles vont être faites à partir de l'information qui est disponible, cette information disponible, elle peut être de plusieurs natures. On peut être intéressé par l'information qui va être collectée, donc ce que je dis à baseline, c'est-à-dire pour par exemple un patient qui a été diagnostiqué, au diagnostic, on va pouvoir utiliser pour un patient qui est par exemple avec le cancer de la prostate sur lequel j'ai travaillé. Eh bien, une fois qu'on connaît le stade de la tumeur, le score de Gleason, l'âge, le type de traitement qu'il a eu, on va être en mesure d'utiliser toute cette information-là pour essayer d'individualiser son risque de rechute de cancer de la prostate. Mais on va aussi avoir une autre source d'information qui va être l'information qu'on va collecter au cours du temps. Et typiquement pour le cancer de la prostate, ça va être le biomarqueur qui permet de monitorer la maladie, les PSA, l'antigène spécifique
de la prostate. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser tout ça. Alors, comment on fait? Bien, une prédiction individuelle. Vous avez de l'information donc sur la. On s'intéresse ici. On est sur l'échec de greffe dans la maladie rénale. On s'intéresse à prédire l'échec de greffe à partir de la créatinine. Et donc les sujets, on se place en 0. Donc on a un suivi. À 0 ans, on va avoir plein d'informations sur notre patient et notamment son niveau de créatinine. Et l'idée à partir de là va être de prédire la probabilité en vert, la probabilité cumulée d'événements entre 0 et jusqu'à 4 ans. Et donc, si vous allez voir sur l'axe de droite, par exemple à 2 ans, cette personne-là, elle a une probabilité d'avoir l'événement qui est autour de 30-35%. À 4 ans, elle a une probabilité qui va plutôt être de l'ordre de 55%. Dans ce schéma-là, il y a deux choses qui sont majeures. Il y a deux notions du temps qui vont revenir tout le temps dans les prédictions dynamiques. Il y a d'abord le temps qu'on appelle le temps landmark, le temps de prédiction. C'est le temps à partir duquel on va commencer à faire notre prédiction. Et le deuxième temps, c'est en fait une fenêtre de temps, c'est un horizon, c'est-à-dire sur quelle fenêtre de temps on va faire la prédiction. Dans ce cas, je fais la prédiction à partir de 0 ans, tout de suite, jusque dans 4 ans. Mon horizon est de 4 ans, mon landmark, mon temps de prédiction est 0 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que à partir des prédictions dynamiques, ce que je vais pouvoir faire, c'est que si mon patient, je le vois au bout de 2 ans, et qu'il est toujours vivant, qu'il a toujours qu'il n'a pas encore eu d'échec de greffe, eh bien, je vais pouvoir updater, mettre à jour ma probabilité d'échec de greffe. Et donc là, eh bien, j'ai déplacé mon temps landmark à 2 ans. À partir de 2 ans, je peux recalculer la probabilité qu'il a d'avoir un échec de greffe dans les 4 années à venir. Donc mon horizon ne bouge pas, c'est mon temps de landmark, mon temps de prédiction qui a changé. Et on peut voir que maintenant que je sais qu'il est encore à risque, donc qu'il n'a pas encore eu d'échec de greffe au bout de 2 ans, eh bien je peux voir que sa probabilité d'avoir maintenant un échec de greffe donc à 4 ans, c'est-à-dire au bout de 2 ans à partir de maintenant, c'est passé à 35%, alors que maintenant à 6 ans, donc au bout de 4 ans par rapport à mon temps landmark, eh bien il est passé à 58%. Et donc de cette manière-là, je vais pouvoir mettre à jour mon outil et c'est en ça que l'on parle d'outils prédictifs dynamiques. On peut le mettre à jour à partir de nouvelles informations. Alors, dans ce cas de figure, je m'intéresse à la créatinine. La créatinine, en fait, pourquoi s'intéresser uniquement à la créatinine à T0, à 0 ans? Pourquoi ne pas updater, mettre à jour aussi l'information dont je dispose sur la créatinine? Parce que dans le suivi de mon patient, je vais avoir des mesures répétées de créatinine. Eh bien, grâce aux prédictions dynamiques, en fait, on ne va pas nécessairement utiliser uniquement l'information initiale, mais aussi utiliser ces 3 mesures en bleu que j'ai obtenues de créatinine pour pouvoir, en fait, prédire le risque d'événement de mon patient, mais maintenant, pas uniquement à partir de ce qu'on connaissait initialement, mais de ce qu'on a récolté au cours du temps, jusqu'au temps de prédiction. Et donc, on peut voir que là, ça change énormément les choses grâce à ces données de créatinine. Alors, quelques autres exemples. Donc là, la maladie rénale, mais je vous ai parlé du cancer de la prostate, où on s'intéresse donc aux rechutes de cancer à partir des mesures répétées de PSA. Globalement, à chaque fois dans mes exemples, moi, je vais avoir un biomarqueur, donc la créatinine, les PSA. On pourrait imaginer dans le VIH de s'intéresser au nombre de CD4 et de prédire le risque d'avoir une maladie classifiante SIDA. Ou bien on peut s'intéresser à l'hépatite C avec le stade de fibrose hépatique et par exemple des complications de cirrhose. Et puis on verra aussi un autre exemple dans le vieillissement cognitif, plus en amont, où on va essayer de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer à partir du déclin cognitif de patients. Ok,
Alors, je vous ai montré un exemple de prédiction dynamique, mais maintenant, comment est-ce qu'on le calcule formellement? Comment est-ce qu'on obtient ces jolies courbes que je vous ai montrées qui permettent donc de fournir donc des prédictions individuelles aux patients? L'idée va être de calculer donc la probabilité d'événement à partir de notre information que l'on a collectée jusqu'au temps S. Le temps S, c'est le temps landmark. Et donc, ma probabilité, elle dépend de S, du temps landmark, et de T, de l'horizon de ma prédiction. L'idée, c'est de regarder la probabilité d'avoir un événement dans les T prochaines années quand je commence au temps S. Donc, c'est la probabilité d'avoir un événement entre un temps S et un temps S plus T. À partir de quoi? À partir de toutes les informations que je connais pour mon patient, c'est-à-dire XI qui va être l'information que je vais connaître au diagnostic, par exemple en T0, à baseline, ce que j'ai appelé baseline, et HI qui va être l'information répétée individuelle de mon sujet, donc potentiellement tous les biomarqueurs que j'ai à disposition. Et à partir de là, il va falloir, mon objectif va être de calculer cette quantité-là, cette probabilité-là. Alors, comment le faire? Une façon assez simple de l'appréhender, cette probabilité, c'est simplement de dire tout ce qui est à droite, tout mon conditionnement qui est à droite dans la probabilité, c'est-à-dire à droite du trait vertical, je vais me placer dans ce contexte-là, c'est-à-dire TI supérieur à S, c'est-à-dire tous les sujets qui sont encore à risque de faire l'événement, qui n'ont pas encore fait l'événement, autant de prédictions. Et donc, je peux utiliser juste cette population-là et regarder, modéliser le risque d'événement à partir de ce temps S sur cette population à risque. Ça s'appelle un modèle, l'approche landmark, parce qu'on s'intéresse qu'à ce qui se passe à partir du temps landmark. Et dans ces modèles-là, c'est des modèles de survie tout à fait standards, vraiment des plus standards les plus standards qu'on puisse faire. Simplement, on va incorporer dans ces modèles-là tout ce qu'on connaît. Parce que l'information sur les biomarqueurs et l'information diagnostique, on la connaît. Donc, on peut l'inclure en variable explicative. Et à partir de là, on va pouvoir obtenir des paramètres estimés. Et ces paramètres estimés, on va pouvoir les utiliser pour calculer les probabilités. La deuxième approche, elle est un petit peu plus sophistiquée. En fait, l'idée va être de modéliser directement, puisqu'on s'intéresse à un temps d'événement et à un biomarqueur, de modéliser conjointement ces deux processus-là. Alors, c'est plus sophistiqué, c'est plus propre, mais c'est aussi du coup beaucoup plus compliqué à faire. Donc l'idée, c'est qu'on fait un modèle à la fois pour le temps d'événement et pour le biomarqueur. On mélange ça dans un modèle dont je ne vais pas vous donner les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui. Et à partir de là, on obtient nos estimations. Et à partir de ce modèle, on peut en déduire cette probabilité conditionnelle que je vous ai écrite en haut de la diapositive, qui n'est pas directement ce que l'on modélise dans le modèle, mais c'est quelque chose qu'on peut dériver du modèle. OK. Alors là, on sait maintenant comment obtenir ces probabilités-là. Mais en fait, juste l'estimer un modèle pronostic, c'est pas pareil que de fournir un outil pronostic. C'est bien deux choses bien différentes. Qu'est-ce qu'un outil pronostic, un outil de prédiction? En fait, l'idée, c'est à partir d'un modèle pronostic, un modèle de prédiction, d'obtenir notre θ chapeau, c'est-à-dire les paramètres qui vont complètement définir le modèle, et une notion d'incertitude autour de ces paramètres, c'est-à-dire la variance, donc que j'ai noté en rouge V chapeau de θ chapeau, la variance, l'incertitude que l'on a autour de ces paramètres-là. Ces choses-là, on les a obtenues sur une grande population. Et maintenant, cette population, on la met de côté, parce qu'un outil pronostic, ça doit se faire pour un nouveau sujet. Donc maintenant, on prend un nouveau sujet pour lequel on connaît les variables à baseline, XI, et puis l'information qu'on a collectée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps S, le temps de prédiction, qui est globalement aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'à partir de XI et de HI, donc on a pour ce nouveau sujet, et de l'information qu'on connaît donc des estimations des modèles θ chapeau, V chapeau, de calculer pour ce nouveau sujet son risque d'événement, sa probabilité d'événement. Pour ça, il y a plusieurs stratégies. Il y a la première stratégie qui consiste simplement à calculer cette proba PI
de ST, eh bien, au point estimé dans notre grande population. De cette manière-là, on appelle ça le plugging estimate parce qu'on plug in le θ chapeau dans la probabilité. C'est intéressant, c'est très bien. Par contre, on a un petit souci, c'est que c'est une estimation qui est ponctuelle. Donc, on est capable pour un patient, par exemple, atteint d'un cancer de la prostate, de dire, bah voilà, votre risque de rechute au jour d'aujourd'hui, il est de 20%. Mais ce 20%-là, on n'est pas capable avec cet estimateur de dire c'est 20% entre 18 et 22% comme intervalle de confiance, à 95%, ou bien entre 2% et 80%. Donc, on a un problème d'incertitude, alors que la probabilité prédite, ben, elle n'est pas très pertinente si on ne va pas prendre les mêmes décisions si on a une probabilité prédite à 20% avec un immense intervalle de confiance par rapport à une probabilité prédite avec un tout petit intervalle de confiance. Donc pour résoudre ça, eh bien souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément essayer d'approcher la distribution de pays pour trouver un intervalle de confiance à pays. Et ça se fait en fait par des méthodes de Monte-Carlo, bien par des méthodes de perturbation. Donc voilà un exemple que j'ai fait donc dans le cancer de la prostate. On s'intéressait au PSA et donc là vous avez un patient, un monsieur qui en fait a fait une rechute à 4 ans. Je le sais parce que c'est les données que j'ai utilisées, mais voilà, pour vous illustrer le propos. Ce patient-là, en fait, on l'a vu on a mesuré ses PSA donc autour de 0 ans après la fin de son traitement par radiothérapie. Et ensuite, on l'a suivi encore 2 fois. Donc, on se place à 1 an et quelques, là où on a eu sa dernière mesure. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, savoir si quelle est la probabilité de rechute de ce patient-là. Et on peut la calculer par un modèle conjoint. Donc, le modèle en bleu qui estime une probabilité d'événement à 3 ans, donc une probabilité de rechute à 3 ans autour de 15%. Ce modèle-là, il utilise les petites croix qui sont les mesures répétées de PSA et il utilise aussi toute l'information qu'on avait au diagnostic, donc le type de traitement, la dose de radiothérapie reçue, les scores de gravité, donc Gleason, le stade de la tumeur, toutes les informations qu'on a sur ce patient-là. Mais en plus, ça incluait les croix noires, c'est-à-dire les mesures répétées du biomarqueur PSA. Si maintenant je n'utilise pas ces données répétées et que j'utilise uniquement l'information que je connaissais au diagnostic, eh bien j'estime en rouge, donc c'est un modèle de survie simple, et ça me donne l'estimation en rouge. Vous allez me dire c'est exactement pareil, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt c'est que la fois d'après, notre patient, il a une résurgence de PSA, il a une augmentation de PSA. Et le modèle de survie simple, eh bien, lui, il ne va pas le prendre en compte parce qu'il va s'intéresser uniquement aux données qu'on avait initialement. Et donc, il va ignorer cette information qui est pourtant très, très, très prédictive du risque de rechute. Et c'est ce que démontre le modèle en bleu, le modèle conjoint, qui, lui, s'est adapté. Et donc a vu cette résurgence des PSA et a pu adapter le risque estimé de rechute dans les 3 ans qui est autour de 50% maintenant. Et on peut faire ça à chaque fois jusqu'à ce qu'on décide de faire quelque chose. Alors là, je vous ai dit que le modèle en rouge, il se trompait. Que le modèle en bleu, il était meilleur. Effectivement, on peut se douter que dans ce cas de figure, avec cette résurgence des PSA qu'on a, le modèle en bleu, il a une probabilité très très haute d'avoir une rechute est beaucoup plus vraisemblable que la probabilité en rouge. Mais enfin, ça, c'est pas très scientifique de dire ça. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, ces probabilités prédites, en fait, elles n'ont aucun sens si on ne fait pas attention à bien les évaluer. Moi, je peux faire n'importe quel modèle et puis vous proposer une probabilité d'événement. Cette probabilité d'événement, elle ne sera pas forcément correcte. Donc, il faut faire très attention dès qu'on fait des prédictions dynamiques. Il y a vraiment un point crucial dans ce développement-là qui va être l'évaluation de nos performances prédictives. Mon modèle en bleu, je dois valider qu'il me donne des bonnes estimations et que je peux croire ce 90%.
de la même manière, ou alors je peux croire que ce sujet-là, il est plutôt autour de 10% de risque. Donc ça doit être évalué. Et donc, on a des méthodes qui permettent d'évaluer les prédictions dynamiques. Ces méthodes-là, elles sont basées sur deux choses principales. C'est la calibration et la discrimination. Ces deux mesures, en fait, vont nous permettre d'évaluer si nos probabilités d'événements, nos prédictions dynamiques sont correctes ou pas. Sont correctes, nous satisfont. La calibration, qu'est-ce que c'est? La calibration, c'est de dire si je prédis à ce sujet une probabilité de 20%, eh bien, il a vraiment une probabilité de 20%. C'est ça que veut dire la calibration. C'est-à-dire que si j'ai 100 sujets qui ont une probabilité, un risque d'événement de 20%, eh bien, sur ces 100 sujets, je dois avoir 20 sujets qui auront l'événement. C'est la calibration. Ce que je mesure doit être correctement mesuré. La discrimination, c'est un peu différent. La discrimination, on ne s'intéresse pas trop à savoir si 20% représente bien un risque de 20%. Ce qu'on veut, c'est simplement que si un sujet a une probabilité prédite, donc une prédiction dynamique plus haute qu'un autre, eh bien, normalement, il fera l'événement avant l'autre. Donc, on a un ordre qui est respecté. La calibration et la discrimination, en fait, on va la mesurer par différentes méthodes. La méthode la plus courante, elle, ne s'intéresse qu'à la discrimination. C'est l'AUC, c'est l'air sous la courbe ROC. Donc, vous devez en avoir déjà entendu parler en épidémiologie clinique. Et cette courbe ROC, on va pouvoir en fait l'utiliser ici pour évaluer le pouvoir discriminant de nos prédictions dynamiques. L'autre méthode qui, elle, prend en compte à la fois la calibration et la discrimination, c'est ce qu'on appelle le Braillard Score et qu'on utilise de plus en plus dès lors qu'on s'intéresse aux prédictions dynamiques. Ce Braillard Score, en fait, c'est simplement un mean square error, une erreur quadratique moyenne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on compare la probabilité prédite par notre modèle, on la compare à notre événement. Si quelqu'un a l'événement, il a un statut qui vaut 1. Et ben, on va regarder si la probabilité prédite pour ce sujet-là, elle est proche de 1 ou pas. Si notre sujet, il n'a pas l'événement, ça donne 0. Et ben, on va regarder si la probabilité prédite qu'on avait prédite pour ce sujet-là, elle est bien autour de 0. Et donc, en regardant cette erreur qu'on fait par rapport, cet écart qu'on fait par rapport au statut d'événement, eh bien, on va pouvoir calculer une erreur de prédiction. La dernière technique, elle, c'est une technique un peu différente qui va reprendre en fait tout ce qu'on fait quand on fait de la régression. Quand on fait de la régression, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des critères d'information qui permettent de voir l'information qu'on a dans notre modèle par rapport à nos données. Le critère d'Akaike, que vous devez tous connaître, est un critère d'information. Et bien, l'idée ici, c'est de calculer une sorte de critère d'Akaike, donc un critère d'information, mais spécifique pour le pouvoir prédictif, pour voir si on est capable de prédire à partir de notre modèle. Et c'est ce qu'on a appelé les POS. Le problème avec ces méthodes, c'est qu'elles sont très bien, mais dès lors qu'on fait des prédictions dynamiques, eh bien, il va falloir donc en fournir des estimateurs, et ces estimateurs, on va avoir quelques soucis avec eux. Et le premier souci, c'est que dès lors qu'on est sur des prédictions dynamiques, on est sur de la survie, sur un événement, et on va pouvoir avoir des gens qui vont être censurés, et donc pour lesquels on ne connaîtra pas leur statut d'événement. Eh bien, cette censure, elle est essentielle à prendre en compte dans nos estimateurs. Et pour ce faire, la plupart du temps, on va le faire de manière assez pragmatique, assez simple. Ça va être de pondérer nos observations par la probabilité qu'ils avaient d'être censurés au temps où on fait la prédiction. C'est ce qu'on appelle l'IPCW pour Inverse Censoring Probability Weighting. Donc, on va pondérer par l'inverse de la probabilité de censure. Le deuxième problème qu'on a, c'est que quand on fait de l'évaluation, par exemple pour l'AUC et le Braillard Score ici, on s'intéresse à la probabilité PI chapeau en S et T. Donc on va évaluer le pouvoir de notre outil prédictif en S et en T. Donc on se retrouve avec une surface, 3 dimensions, S,
et notre évaluation. Et ça, on est incapable de prendre une décision de savoir si un modèle est meilleur qu'un autre à partir d'une surface. C'est beaucoup trop compliqué. Donc, ce qu'on fait pour ça, eh bien, c'est qu'on va résumer cette information-là et souvent, on va la résumer en fait sur l'horizon. L'horizon t, on va dire, au lieu de s'intéresser à la probabilité à un temps t, donc à un horizon par exemple de 3 ans, eh bien, on va s'intéresser au pouvoir prédictif entre 0 et 3 ans. Et donc, on va pouvoir résumer l'information sur les horizons et obtenir du coup qu'une seule courbe. Le dernier point pour évaluer les prédictions dynamiques, ça va être sur quelle population je vais appliquer mes estimateurs. Pourquoi on se pose cette question? Eh bien parce que dès lors que l'on utilise un modèle, qu'on fait un modèle sur une population, qu'on va appeler les données d'entraînement, training data, eh bien notre modèle il va être parfaitement adapté, enfin il va être adapté au mieux pour ces données-là. Et dans cette adaptation au mieux pour ces données-là, on va pouvoir avoir un surajustement. C'est-à-dire que ce modèle-là ne va pas forcément s'adapter à une autre population. Il va modéliser tellement bien notre population qu'il va potentiellement modéliser des spécificités de cette population et pas d'une autre. Donc, on peut avoir un problème de généralisation. Et donc, si en fait, quand on fournit un outil pronostic ou prédictif, eh bien, on évalue ses performances sur la même population que la population sur laquelle on a estimé le modèle, on va avoir un problème de suroptimisme. Donc, on ne va pas pouvoir le faire. Ou alors, si on veut le faire, il va falloir qu'on arrive à le faire proprement. Et ce proprement se fait en fait par cross-validation, validation croisée, qui consiste à, sur cette population-là, si on n'a pas accès à une autre population, eh bien à la scinder plein de fois. On la scinde en une grosse population sur laquelle on va estimer notre modèle, et puis sur le restant, qui peut être petit, on va prédire, évaluer les performances de notre modèle. On va faire ça plein de fois, et on va pouvoir de cette manière-là utiliser nos données d'entraînement sans problème de surajustement, de suroptimisme, pour évaluer les performances prédictives de notre modèle. Ça, le problème, c'est que ça peut être hyper long à faire parce qu'il faut réestimer un modèle plein de fois. Et donc, on a proposé dans certains cas, en fait, d'approcher cette cross-validation pour pouvoir fournir des estimateurs de performance prédictive un peu moins compliqués. Mais finalement, si on a la possibilité, surtout ce qu'il faut faire, c'est ne pas utiliser nos données d'entraînement. C'est faire de la validation, mais sur des données externes. Et qu'est-ce qu'on appelle des données externes? C'est des données qui sont complètement indépendantes de la population sur laquelle on a estimé nos modèles. De cette manière-là, on va ne plus avoir de problèmes liés aux spécificités de la population sur laquelle on a estimé nos modèles. On va pouvoir vraiment correctement évaluer les performances prédictives de nos outils pronostics de manière générale sur une population indépendante. Et c'est ça qu'il faut privilégier. On s'intéresse en fait à l'AUC donc on est dans la démence et on cherche à prédire le risque d'Alzheimer, de maladie d'Alzheimer à partir de 2 mesures cognitives, l'IST et le MMS qu'on a mesuré de manière répétée. Ce sont 2 tests cognitifs. Et donc là, on est sur des données de validation. Donc on a fait un modèle conjoint, tout est très joli. On a fait un modèle conjoint, on a fourni des prédictions et maintenant on veut les valider sur des données externes. Et voilà le type de résultat qu'on peut avoir. Donc avec une AUC à gauche, en rouge pour l'IST et en vert pour le MMS. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que l'IST a une AUC qui est autour de 90% et qui descend à mesure qu'on s'éloigne du début de l'étude, et enfin qui baisse, pardon, à mesure qu'on s'éloigne du début de l'étude. Et le MMS, lui, semble avoir un pouvoir discriminant bien moindre, plutôt de l'ordre de 85%, 82, 85%. Donc bien moindre. Eh bien, cette différence-là d'AUC, on va pouvoir l'évaluer vraiment. On va pouvoir l'évaluer sur le graphique de droite où on a mesuré la différence d'AUC entre ces 2 modèles, c'est-à-dire si on prédit le risque de démence d'Alzheimer à partir du test cognitif IST, des mesures répétées d'IST, ou bien à partir des mesures répétées du MMS qui est un autre test cognitif. Et là, on peut voir la supériorité de l'IST pour faire de la prédiction du risque de démence par rapport au MMS. Alors ça, c'est les résultats en termes d'AUC, mais on peut aussi avoir les résultats en termes de Braille score. Et là, étonnamment, sur cet exemple-là, eh bien, autant on voyait une différence en termes d'AUC, autant en termes de Braille score, vous pouvez voir que les 2 modèles sont relativement équivalents, avec une différence à droite qui est
tout petit peu en faveur de l'IST parce que pour le Braillard Score, le plus petit, c'est le mieux. C'est des erreurs de prédiction, donc on veut quelque chose de petit. Et donc ici, c'est un petit peu en faveur de l'IST, mais ça reste pas significatif lorsque l'on regarde les intervalles de confiance à droite. Juste pour vous parler d'une utilisation de ces prédictions dynamiques en clinique. Dans un travail sur le cancer de la prostate, en fait, on s'est posé la question, mais est-ce que les probabilités prédites que l'on fournit sont vraiment adaptées au monitoring de nos patients? Parce que les prédictions dynamiques, elles supposent qu'il y a une absence de changement sur le suivi. Donc, si on prédit à 3 ans une probabilité, c'est sous l'hypothèse que ça ne change pas, qu'on ne change pas le suivi du patient. Or, en pratique, on va pouvoir initier des traitements, et notamment en cancer de la prostate, après une radiothérapie, initier des hormonothérapies. Et le problème de ces traitements, c'est que ça change la dynamique du biomarqueur et ça change le risque d'événement. Donc finalement, nos modèles, ils vont plus être bons et donc nos prédictions ne vont plus être adaptées non plus. Donc la solution, ça va être d'incorporer ce type d'informations quand on fait nos modèles pronostiques et puis ensuite de définir des prédictions dynamiques qu'on va appeler différentielles qui vont s'adapter à ce changement de traitement. Donc, par exemple, ici, j'ai un nouveau patient qui n'a pas encore reçu d'hormonothérapie et la question, c'est est-ce que pour son bien, il faut qu'on initie une hormonothérapie aujourd'hui? Parce que l'hormonothérapie ayant des conséquences très importantes pour le patient, on veut le faire simplement quand c'est pertinent pour réduire le risque de rechute de cancer. Eh bien, on peut calculer la probabilité que ce patient-là aurait d'avoir une rechute de cancer de la prostate s'il initiait tout de suite une hormonothérapie ou bien s'il ne l'initiait pas dans les prochaines années. Et donc, pour ce patient, par exemple, c'est une illustration. On arrive à 2 ans après la fin de son traitement par radiothérapie. Et la question, c'est est-ce qu'il faut initier une hormonothérapie ici pour pouvoir réduire son risque de rechute? Eh bien, en l'absence d'hormonothérapie initiée tout de suite et dans les 3 ans, eh bien, sa probabilité d'avoir une rechute de cancer de la prostate dans les 3 ans, elle est autour de 30%. Si on initie tout de suite une hormonothérapie, elle baisse à 5 à 10%. Et donc là, on peut maintenant apprécier l'apport de l'hormonothérapie sur le risque de rechute pour ce patient. On peut mettre à jour cela si on n'a jamais décidé de ne pas initier l'hormonothérapie et de plutôt attendre la prochaine mesure. Ok, donc en conclusion, je voulais vous présenter ici donc une overview des prédictions dynamiques. Donc l'intérêt, c'est qu'elles sont souvent plus précises et plus puissantes parce qu'on va prendre en compte cette information updatée de notre patient. Et elles peuvent être faites à partir de différentes approches statistiques. Les modèles conjoints, c'est super, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Par contre, il y a des hypothèses auxquelles il faut faire très attention. Et puis, c'est plus compliqué à estimer. Les modèles landmark sont beaucoup plus simples, mais on a souvent un problème de puissance, d'efficience de nos estimateurs. Quelques petites précautions à faire. Il faut toujours faire attention quand on fait des prédictions dynamiques. C'est pas parce qu'on a un bon ajustement de notre modèle qu'on va avoir une bonne évaluation prédictive. C'est deux choses qui sont différentes. Un bon modèle pour faire de l'étiologie n'est pas forcément un bon modèle pour faire de la prédiction. On a plein de problèmes qui interviennent et qu'il faut vraiment bien prendre en compte. Les risques compétitifs dont je ne vous ai pas parlé, j'ai passé les slides dans la présentation, la censure et la sélection de la population au temps landmark. J'ai insisté pour dire que la validation externe était vraiment ce qu'il fallait favoriser par rapport à de la validation qu'on dit interne. Et enfin, une chose qui est importante, c'est que si vous voulez développer des outils pronostiques, il faut le faire sur des grandes populations, à la fois pour développer la méthode, mais aussi pour évaluer les performances. Vous avez enfin quelques softwares si vous êtes intéressé et enfin des références. J'ai mis en bleu une référence un papier que j'ai écrit avec Paul Blanche qui a beaucoup travaillé sur les prédictions dynamiques. Il est maître de conf à Vannes et c'est une petite introduction aux problèmes de prédiction dynamique dans l'encyclopédie où il est StatRef. Voilà, je vous remercie et maintenant, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.